Caroline Forest, au-delà de l'horreur de cet acte, ce qui frappe, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est qu'après les Juifs, après les journalistes, après les policiers, après les militaires aussi, c'est un autre pilier de la République qui est attaqué à travers ce professeur. Samuel Paty, vous avez écrit dans Marianne hier à ce propos, c'est la figure de l'instituteur laïque qui est touchée, c'est tout sauf neutre, vous nous le rappeliez ça. Oui, parce que c'est vraiment la figure qui nous rassemble, l'instituteur laïque. C'est vraiment la figure sur laquelle repose l'espoir que nous allons tous passer par un langage commun, une culture commune qui va nous permettre de surmonter nos différences, nos divergences, nos malentendus. Et dans l'histoire de la République, c'est quelque chose qu'à mon avis, on n'enseigne pas assez. On n'a pas pu assez rappeler au moment notamment du débat sur la loi, sur les signes religieux à l'école publique. Il y a, je le sais, il y a plein de parents et d'élèves qui ne savent pas à quel point le débat que nous avons eu sur ces signes religieux à l'école publique n'est pas un débat réservé à l'islam. C'est un débat que nous avons depuis des siècles dans ce pays et que nous avions eu avant avec encore plus de passion à propos du catholicisme. Après des siècles de guerre de religion entre les protestants et les catholiques, ce sont les protestants et tous ceux qui aspiraient à la séparation, des francs-maçons aussi, comme Ferdinand Buisson, qui est une des figures magnifiques, à la fois protestants et francs-maçons, qui se sont battus pour cette école laïque pour protéger les minorités religieuses. Parce qu'ils savaient que si on enlevait le crucifix des murs, eux, en tant que protestants, seraient davantage protégés. Ils ne seraient plus des élèves de seconde classe, ils seraient des élèves au même titre que les élèves catholiques. C'est ça l'histoire de l'école laïque. Et c'est pour ça qu'on a toujours voulu la protéger des pressions obscurantistes. Mais l'ignorance par rapport à cette histoire, elle est chez les élèves, chez les parents d'élèves, chez les professeurs aussi. Il y a beaucoup de gens, d'intellectuels, d'écrivains, d'auteurs, qui n'arrêtent pas d'essayer d'expliquer que derrière le terrorisme, il y a une matrice idéologique totalitaire qui n'est pas pour autant stupide. Les totalitaires ne sont pas stupides, ils ont des stratégies. J'ai beaucoup travaillé sur les frères musulmans. C'est pour moi le mouvement politique le plus dangereux de ce siècle. Et il est dangereux parce qu'il est justement intelligent, stratège, parce qu'il peut noyauter des syndicats. Il peut noyauter des syndicats étudiants, il peut noyauter des syndicats enseignants. Il peut noyauter... J'ai travaillé sur les donneurs d'ordre, les stratèges qui leur ont appris à noyauter ces lieux-là dans la République. Donc je sais très bien reconnaître leurs élèves, leurs enfants et où ils sont. Et ces gens-là sont dangereux parce que même au niveau de l'État, et là il y aura peut-être une prise de conscience, elle existe honnêtement, mais il reste à changer la doctrine et aller jusqu'au bout de ce changement et de cette prise de conscience, même au niveau de l'État, de temps en temps, pour acheter la paix, pour essayer aussi d'avoir du renseignement et arrêter les problèmes de sécurité immédiats, on a tendance à s'appuyer sur des islamistes bontins, un peu plus polis, qui monnaient volontiers des services contre une institutionnalisation. Les frères musulmans savent parfaitement faire ça. C'est un piège absolu. Je l'écris depuis 2003. Et mon souhait le plus sincère, c'est qu'on n'attende pas, je ne sais plus, on est à 54 attentats, je ne sais plus à combien de morts on est. Je ne veux pas, je ne peux plus, et plus personne ne peut plus attendre encore un attentat pour comprendre que c'est une bataille culturelle profonde qu'il faut mener. C'est une bataille d'hommes et de femmes. Ça ne va pas devenir que de l'État, ça va venir de nous tous. Il faut que les syndicalistes qui se disent engagés à gauche arrêtent de tolérer, d'être noyautés par des militants qui sont des militants obscurantistes. Il faut que les directions de l'école arrêtent de tolérer au nom du pas de vague cette pression, ces intimidations. Il faut qu'au niveau même du bureau des cultes du ministère de l'Intérieur, on arrête de tolérer les frères musulmans pour lutter contre d'autres courants salafistes. C'est à tous les niveaux. Il faut que l'Observatoire de la laïcité observe et défende la laïcité, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est plein de rouages où il n'y a pas les bonnes personnes aux bons endroits. Honnêtement, il y a un changement. Depuis le discours sur les séparatismes du président de la République, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement, que ça a commencé un peu avant, hein, même après les attentats de janvier, le ministère de l'Éducation nationale avait fait des choses, a mis en place des programmes. D'ailleurs, ce que faisait Samuel Paty, c'est quand même le résultat de cette prise de conscience. Mais parfois, et c'est difficile d'expliquer sur des plateaux, c'est pas que des grands principes, c'est pas que des lois qui vont nous sauver, c'est plein de petits rouages et on est tous responsables d'un petit rouage. Ceux à qui j'en veux le plus à ce parent d'élève. Je lui en veux terriblement. Et c'est un militant. J'en veux à ceux qui donnent écho à ce genre de fatwa numérique. Et j'en veux à tous ceux qui, les entendant, au fond, y prêtent une oreille complaisante au lieu de dire stop. Au lieu de dire arrêtez de dire que c'est islamophobe, arrêtez de dire que c'est la guerre aux musulmans. Non, c'est un professeur qui fait son travail d'explication et d'enseignement de la liberté d'expression. Chaque fois que quelqu'un regarde ailleurs, quand un autre lance une sorte d'anathème qui peut aujourd'hui coûter la mort, pour moi, il est responsable de ce qui est en train de se passer.
Je voudrais qu'on continue à parler ensemble de ce qui s'est passé vendredi et parler de ce qui se passe dans les salles de classe. Aussi du rapport des élèves à la liberté d'expression, au discours critique. On va en parler avec une professeure qui se bat depuis une dizaine d'années maintenant pour enseigner cet esprit critique à ses élèves. Sophie Mazet nous rejoint sur le plateau de C'est Politique. Bonsoir Sophie Mazet, soyez la bienvenue. Vous êtes professeur, décidément que de professeur ce soir, dans un lycée de ZEP en Seine-Saint-Denis. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je crois que vous animez 12 ans. Depuis 12 ans. Des ateliers d'autodéfense intellectuelle, c'est le nom de ces ateliers, afin de former vos élèves à l'esprit critique. Et vous venez de publier ce livre, Autodéfense intellectuelle, le retour, parce qu'il y en avait eu un premier avant le retour, aux éditions Robert Laffont, où vous avez décidé de réfléchir aux mots qui ont envahi le débat public et à la manière dont vous en parlez aussi avec vos élèves. Ce soir, on est 48 heures après cette attaque de Conflans-Sainte-Honorine. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir ? Plusieurs personnes m'ont demandé si j'étais surprise, et absolument pas. C'est-à-dire que ça fait des années que je me disais que c'était une question de temps avant que ça nous tombe dessus. Donc je ne suis pas surprise, je suis très très choquée, extrêmement triste surtout. Vous pensiez que ça risquait d'arriver ? J'en étais certaine. Pourquoi ? Il manquait plus que l'école en fait. Comme symbole à attaquer, il manquait plus que les enseignants. Et par exemple, il me semble que, je crois que c'était après les attentats de novembre où il y avait eu une fausse info qui avait circulé sur un enseignant qui aurait été poignardé au Lila, il me semble. Et je me souviens que j'étais au lycée à ce moment-là et on avait tous cru en fait. Et l'info a été démentie dans la matinée. Et on s'est dit, mais le problème, c'est que c'est vraisemblable. Ouais. On savait. L'idée de ces ateliers est venue, je crois, quand vous vous êtes rendu compte, quelques années après le 11 septembre 2001, que pour certains de vos élèves, ça n'avait pas eu lieu, en tout cas qu'ils cédaient aux théories du complot. Dans ces ateliers, qu'est-ce que vous apprenez à vos élèves en premier ? Vous leur apprenez à quoi ? À douter ? À penser contre soi-même. À douter. Alors douter, douter, c'est compliqué parce que tous les conspirationnistes de la Terre vont vous dire, mais moi je doute en fait, alors qu'ils ne doutent absolument pas. Mais ils vont se parer des oripeaux du doute en fait. Mais penser contre soi-même. Penser contre soi-même, c'est la première étape en fait. Et on travaille d'abord sur nos propres biais, sur nous-mêmes en fait. Comment on est le plus gros menteur envers nous-mêmes qui existe en fait. Et à partir du moment où les élèves vont accepter cette méthode, la façon de penser contre soi, à partir de là, on a construit une confiance, en fait, on a une base de pensée commune. On s'est mis d'accord sur les prémices et à partir de là, on peut parler de sujets plus compliqués comme les théories du complot et on y va, il n'y a pas de problème. Je crois que vous avez déjà reçu Caroline Forest dans vos... 2 fois. 2 fois dans vos ateliers. C'est des souvenirs. Caroline Forest. Mais je suis ravie de revoir Sophie parce que c'est des souvenirs sublimes. Vraiment, moi, quand je perds espoir, je repense au moment qu'on a vécu ensemble en classe. Elle fait un travail incroyable, Sophie Mazet. D'abord, je ne sais plus sur quelle musique commence le cours, si c'est Madonna, c'est un peu daté, non, on était plutôt c'était les Black Eyed Peas. Les Black Eyed Peas. J'ai fini sur Lady Gaga. Lady Gaga, il me semble que c'était Lady Gaga. J'ai vu, c'était donc à Saint-Ouen, la classe était pleine, mais il y avait 200 élèves. 90. 90, d'accord. Là, t'es marseillaise. Là, c'est moi, je suis d'Aix-en-Provence, pour ça. Mais c'était plein. C'est tout le travail qu'elle fait avant. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, je me souviens, il y avait une élève, son frère ne voulait pas qu'elle vienne m'écouter en classe. Parce qu'évidemment. Si, mais il voulait venir. Il n'était pas élève du lycée, il voulait venir. Mais il voulait venir quand même. Finalement, tout le monde est venu. Et on a eu un débat, parce qu'elle avait fait ce travail de dialectique, de préparation. Ils avaient lu. J'ai eu un débat avec eux plus intéressant, je peux vous le dire, que j'en ai avec la plupart des gens sur le plateau de télévision. Pardon, mais c'était vraiment passionnant. Non, mais c'était pas... Ici, vous savez très bien ce que je pense, que c'est une grande exception. Mais vraiment, c'était intelligent. On a pu parler de tout. Il n'y avait aucun tabou. Et à la fin, alors je vais être marseillaise, je ne sais pas, ça a duré quoi, 2 heures ? Non, t'es pas marseillaise. Je suis pas marseillaise, ça a duré 2 heures. Franchement, on s'est dit... moi, je me suis dit, oui, c'est possible. Ça sert grâce à des professeurs comme Sophie Mazet qui font ce travail et ça marche parce que les élèves sont heureux de penser. C'est bien, heureux de bien, penser. les élèves. En plus, ce qui était intéressant, c'est qu'au début, ils n'étaient pas du tout d'accord avec Caroline et puis à la fin, ils n'étaient pas plus d'accord pour certains. Certains avaient un peu changé d'avis, mais d'autres non, pas du tout. Mais ceux qui n'étaient pas d'accord, le lendemain, ils m'ont dit quand même, elle envoie du bois. Du coup, j'ai envoyé un texto pour dire qu'elle envoyait du bois. La question qu'on se pose, c'est aussi si après ce drame, les professeurs vont continuer à oser parler de ces sujets de blasphème, de laïcité. Est-ce que l'autocensure, c'est pas le pire des dangers qui nous guettent ? Moi, j'ai proposé au ministre de l'Éducation nationale, je sais à quel point c'est difficile de faire quelque chose dans l'ensemble du pays en termes d'éducation nationale, mais
il n'est pas possible que les élèves et les profs reprennent classe Dans 15 jours. dans 15 jours comme si de rien n'était. C'est impossible. Il faut qu'il y ait une après-midi en même temps dans toutes les classes où il y ait un moment de débat sur ce qui s'est passé. J'ai proposé qu'il y ait la projection de C'est dur d'être aimé par des cons, qui est le documentaire de Daniel Lecomte, parce que je pense que c'est un outil pédagogique absolument génial qui raconte l'affaire des caricatures et le procès de Charlie Hebdo de façon tellement lumineuse que ça va faciliter le travail des enseignants. Vraiment, ça va leur enlever une épine du pied pour repartir sur ces sujets. Mais il faut soutenir ce que fait des gens comme Sophie Mazet. Moi, j'avais proposé qu'on lui donne les palmes académiques. C'est toujours pas fait, c'est un scandale. Si, c'est fait. C'est fait. Ah, merci. Sophie Mazet, est-ce que vous allez dans vos classes reprendre après les vacances et parler de ce qui s'est passé? Est-ce que Oui, c'est ça indispensable? me paraît évident. Sur la question vous réfléchissez aux mots que vous allez utiliser? Alors non, j'ai pas du tout eu le temps là de réfléchir. Enfin, c'est allé beaucoup trop vite. Et puis, de réfléchir à chaud, en fait, j'aime pas ça. Le meilleur moyen de faire un peu n'importe quoi. Donc non, je vais attendre un petit peu, prendre quelques jours. Mais surtout, en fait, sur la question de l'autocensure, en fait. Avec des collègues, on en a beaucoup parlé de cette question-là parce qu'on ne se sent pas soutenu au niveau, alors pas de nos chefs d'établissement, parce que nous, on a eu de la chance d'avoir toujours des chefs d'établissement qui soutenaient vraiment leurs enseignants très très bien, mais au-dessus, en fait, même au niveau des rectorats, en fait, on est complètement lâché, totalement. Et pour le coup, le manque de courage, il est là. Enfin, peut-être que je me trompe, mais là où je suis, j'enseigne depuis 12 ans, le manque de courage est là. Il commence là. Après qu'il continue plus haut, c'est encore autre chose, mais il commence là.